C'est difficile de se présenter soi-même, mais enfin en toute simplicité, je dirais que j'ai un parcours universitaire d'historien de l'art et un parcours de fonctionnaire, d'animateur de musée, d'abord au musée cantonal des Beaux-Arts, et ensuite s'est présenté avec Jean Dubuffet cette opportunité d'instituer la collection de l'art brut à Lausanne. Donc c'est là essentiellement mon parcours. J'ai partagé mon temps entre cette gestion du musée de l'art brut et l'enseignement à l'université, l'enseignement de l'histoire de l'art contemporain et de la muséographie. Tu as beaucoup écrit aussi, tu continues à écrire. J'ai écrit des essais, c'est beaucoup en fonction de mes cours. Pédagogiquement, le fait de devoir communiquer m'a entraîné ensuite à coucher ça par écrit. De surcroît, j'aimais bien être chroniqueur, comme ça, avoir un peu la faculté de parler de tout et de rien, en adoptant des axes toujours transversaux. Donc ça m'a amené à écrire. J'ai bien aimé prendre par exemple sur l'art un point de vue politique ou sur la politique un point de vue artistique, de faire un peu du chant contre chant dans le domaine de la réflexion. La crise, bon, c'est un thème à l'ordre du jour, et on pourrait s'en sortir facilement en disant que crise, il y a toujours eu crise depuis les débuts de l'humanité, depuis que les Cro-Magnons ont commis le génocide des Néandertals, il n'y a eu que de la crise, on a été de crise en crise. Mais tout de même, l'expérience, ce qu'on ressent aujourd'hui, fait apparaître quelque chose de plus angoissant. On est plus démuni, on manque de repères par rapport à la génération précédente. Moi, à mon âge, je suis bien placé pour faire la comparaison, et je ressens fortement que quand j'étais jeune, c'était pas tellement une crise, c'était un affrontement, c'était un conflit. On avait des adversaires assignés, désignés. C'était le père d'abord, c'était l'époque où les pères étaient encore sévères, ou à toutes les échelles. C'était à l'échelle politique, il y avait des personnalités considérables. C'était l'époque de Gaulle, de Staline, ou après de Margaret Thatcher, enfin des gens comme ça. L'ennemi était frontal. Et au fond, on peut dire que ce qui a toujours eu lieu, je pense, dans l'humanité, c'est le conflit. La crise, c'est différent. La crise, ça apparaît comme un effondrement de ses repères. Et justement, ces ennemis, au fond, aujourd'hui, je pense qu'ils disparaissent. Moi, quand je parle avec des gens de 20 ans ou des ados, j'ai l'impression qu'ils nous en veulent presque un peu, ou ils nous jalousent, à nous les 68ards, d'avoir eu comme cette occasion de combattre, d'avoir eu un terrain d'expression précis. Tandis qu'aujourd'hui, eh bien, on dirait que l'ennemi s'est évanoui, on ne sait plus à qui s'en prendre, ou on s'en prend à soi-même. Aujourd'hui, les pères, ils ont capitulé, les pères sont penauds, il n'y a plus de pères, c'est d'ailleurs les grands-parents qui élèvent les enfants, ou qui ne les élèvent pas plutôt. Au niveau politique, on n'a plus affaire qu'à des fromages de Hollande, ou Limouraire, on ne va pas se mettre à gifler un cadavre. Enfin, il n'y a plus de matière à quoi, ou de sujet à quoi s'en prendre. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça la crise, c'est la disparition des sujets, de soi-même en tant que sujet, de l'autre en tant que sujet à combattre. On le voit partout, même dans la rue. Qu'est-ce qu'on croise dans la rue? On ne croise même plus des personnes, des individus. On croise des gens, des informatisés vivants, qui ont toute leur électronique dans les oreilles, qui sont branchés sur le réseau planétaire. On croise de pauvres femmes qui font du jogging, électrifiées elles aussi. J'ai l'impression que c'est ça la crise, c'est la disparition du sujet. Ou si sujet il y a, et ça fait peut-être aussi partie de la crise,
c'est que le sujet reparaît ailleurs, dans des grands ensembles diffus. Quand je parle de ces informatisés vivants, on est branché sur un réseau informatique planétaire qui n'a pas d'instance autoritaire, qui est fait de l'altérité tournoyante de chacun. On est toujours branché sur... C'est ça le véritable sujet, ce sont ces grands systèmes qui nous instrumentalisent. Bon, le système numéro un, c'est évidemment le capitalisme qui nous aliène tous. Bon, ça, c'est un lieu commun, une évidence. Mais ce qui est frappant, ce qui est nouveau quand même, moi je suis sidéré par l'abîme qu'il y a entre ce génie du capitalisme, cette faculté du capitalisme tardif d'intégrer tout ce qui paraît lui être pourtant résistant et de s'en faire une sorte d'instrument. Il y a une sorte de phagocytage absolument génial. On pourrait presque le comparer au sida, n'est-ce pas? Le sida qui réussit aussi à enrôler les anticorps que le corps sécrète contre lui et à s'en faire un véhicule. Oui, au fond, le sida, c'est bien la maladie du capitalisme aujourd'hui. Chaque système a ses maladies. Le proto-capitalisme avait la tuberculose ou le cancer, la maladie du code. Mais aujourd'hui, c'est le sida en tant que virus en voie d'extension. C'est un peu ça le sujet aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'est cela la crise. C'est le fait d'être complètement désemparé devant des grands sujets dont on ignore les tenants et les aboutissants. Bon, là, je suis peut-être un peu pessimiste, peut-être qu'il y a de bons sujets, peut-être que quand je parle du système, le réseau virtuel informatique en tant que sujet, peut-être que parfois il y a des renversements, des réversibilités. On peut l'utiliser peut-être pour reprendre pied dans une réalité. On peut se servir d'Internet non pas comme par addiction, mais peut-être comme d'un instrument pour se reconquérir, c'est juste. Un exemple qui me traverse l'esprit, par exemple comme sujet, je le sais d'expérience, par exemple un orchestre, un groupe. Les jeunes sont très enclins aujourd'hui à former des groupes. Généralement, c'est pour faire une musique débile, binaire, simpliste, boum boum, etc. Le rock, le rap, etc. Mais peu importe le contenu, ce qui est important, c'est cette inclination à se mettre en groupe. Et dans le groupe, là, on a un bon sujet. C'est-à-dire, non plus des performances individuelles. S'il y a une excellence, c'est l'excellence du groupe. On est obligé, si on veut vraiment s'exprimer, de s'en référer à l'excellence du groupe. Il y a quelque chose là de communautaire. L'hymne national, on peut dire que c'est quelque chose de consensuel, on se retrouve tous dans un chant, c'est un peu une revanche contre notre solitude. Mais il faut dire aussi que les hymnes, la Marseillaise par exemple, les Français sont avisés depuis quelque temps qu'elle était guerrière, conquérante, impérialiste, qu'on ne pouvait plus tenir un tel discours. L'hymne national suisse, c'est la bénédiction de Dieu sur le pays le plus grand, le plus paisible qui soit, etc. Il y a là un patriotisme qui est complètement désuet. Je crois qu'aujourd'hui, les hymnes, il n'y a plus que des Untermensch, c'est-à-dire des supporters sportifs pour s'exalter au nom de la préférence nationale et se massacrer dans ces stades de football. C'est le stade anal ou le stade fécal de la socialité, on pourrait presque dire. Donc c'est évident, il y a un malaise avec les hymnes, il y a un peu partout l'envie de les réécrire, de les moderniser. Ce qui est un peu dommage déjà parce qu'ils nous enseignent beaucoup les hymnes. Ils nous enseignent déjà ce qu'était notre idéologie il y a quelques siècles encore, c'est-à-dire une idéologie effectivement de préférence nationale, une idéologie conquérante, totalitaire, quelque chose de djihadiste déjà. Nous avons été djihadistes il y a 2 ou 3 siècles, bien avant ceux que nous critiquons aujourd'hui. Donc,
que faire à l'égard de cet autoportrait tardif qui date? Le réécrire, c'est un peu falsifier l'histoire et c'est se priver justement de la mémoire, c'est-à-dire d'un regard critique sur ce que nous avons été, sur ce qui fait encore partie de nous-mêmes. Et puis, de surcroît, si on y réfléchit bien, ce côté je sais pas, je prends l'hymne suisse, les monts indépendants, la limpidité, le scintillement, enfin tout cela, la bénédiction divine, ça peut très bien se transposer aujourd'hui, c'est-à-dire ces monts immaculés, c'est un peu le blanchiment que nous pratiquons encore aujourd'hui. Cette indépendance nationale, nous qui faisons plus ou moins partie de l'Europe, enfin qui avons cette indépendance d'une banque au milieu des riches et des pauvres, on pourrait dire que tous ces textes qui nous paraissent désuets peuvent très bien être recodés aujourd'hui. Au fond, l'hymne national suisse, avec tout son discours de propreté, de propre en ordre, il peut très bien être d'une grande actualité à la condition qu'on sache le lire et l'interpréter. Tout est dans l'interprétation. Montaigne disait qu'un texte est fait pour moitié par celui qui l'écrit et pour moitié par celui qui le lit. Eh bien, il faudrait un peu recoder notre hymne national dans ce sens. C'est la raison pour laquelle je suis partisan de son maintien à la condition de l'interpréter très intelligemment et de l'enseigner avec toute la distance critique qu'on devrait adopter dans les écoles. La question de l'art contemporain, là je ne peux m'empêcher de penser à un texte que je trouve d'une actualité prodigieuse et qui traite en partie de cela, c'est dans le manifeste du Parti communiste de Marx et d'Engels, où Marx, paradoxalement, célèbre le capitalisme en disant le capitalisme finit par avoir raison de tout ce qui est nos superstitions, nos traditions, nos mythologies, toutes ces transcendances, ces grands spectres qui nous gouvernent. Eh bien, le capitalisme fait de cela table rase, de l'amour-passion, de l'art. De cette transcendance qu'on peut assimiler à l'art. Et je trouve que ça s'applique assez à l'art contemporain. À savoir, ce que je trouve intéressant dans l'art contemporain, c'est, j'allais dire qu'il est nul, non, il est nullissime. Je veux dire que c'est une nullité qui bat ce désenchantement capitaliste d'une longueur. Ça fait beaucoup rire les gens. Souvent, l'art contemporain, on a l'impression qu'on se fiche de nous, mais il y a quelque chose comme cela. Il y a quelque chose comme une sorte de désublimation. On dirait que l'art contemporain, dans ce grand déroulement capitaliste, va un peu plus vite que la musique. C'est le propre des artistes, peut-être, puisqu'ils sont dans le cadre de leur tableau, etc., de ne pas avoir ce coefficient d'adversité et d'aller un petit peu plus vite, de précéder, d'être un peu prophétique. C'est aussi le propre de l'artiste de dysfonctionner. C'est ça qui est intéressant dans l'art contemporain. Il est complètement intégré au capitalisme, il est complètement lié aux banques, à tout ce réseau des critiques, du commerce, de la spéculation de l'art et tout cela, mais avec ce léger jeu, ce léger dysfonctionnement qui fait tout son intérêt. Ça me fait penser à cette nouvelle que je trouve tellement étonnante de Kafka sur le casseur de noix, où Kafka raconte l'histoire de c'était un métier tout à fait traditionnel en Bohème à l'époque de Kafka, n'est-ce pas, casseur de noix. Les gens du métier manifestaient un grand savoir-faire dans ce domaine, mais il y avait un casseur de noix maladroit qui se tapait sur les doigts. C'était fascinant d'aller le regarder. Tout le monde allait le regarder. On lui apportait des sacs de noix. C'est lui qui gagnait le plus d'argent par sa maladresse.
Et Kafka conclut en disant, eh bien, cette maladresse-là, elle nous en apprend beaucoup plus sur le cassage de noix que la maîtrise. Et je pense que c'est un petit peu ça, la fonction de l'art, c'est d'introduire quelque chose, oui, comme un dérèglement. Ça a la même valeur, peut-être pour nous, qu'une maladie pour un médecin. Pour un médecin, c'est la pathologie qui est instructive. Un corps qui va trop bien, ben, il ne dit rien de lui-même. Il faut faire l'ablation de la rate pour savoir à quoi elle sert. Eh bien, de même, l'art contemporain, c'est en cela, c'est dans son adhésion presque indécente aux valeurs capitalistes qui nous intéresse. Quant à l'art brut, on peut dire qu'il est totalement indemne de cette compromission avec la spéculation financière et avec le capitalisme. C'est même ce qui fait une de ses caractéristiques principales. L'art brut, on pourrait dire qu'il est plutôt, à cet égard, déterritorialisé. Je veux dire que ce qui est souvent la schizophrénie de ces auteurs entre en résonance avec notre schizophrénie d'aujourd'hui, celle de notre crise d'aujourd'hui. Je me réfère ici à ce que Zizek, le philosophe Slavoj Zizek, disait de notre situation nouvelle de cette fin du XXe siècle. On est encore dans le XXe siècle, hein, les siècles tardent toujours sur leur millésime, on n'en est pas encore sorti, on en sortira dans 2 ans. Eh bien, dans cette fin du XXe siècle, dit Zizek, nous vivons sous 3 régimes politiques très différents. Nous vivons en régime féodal, puisque nous avons exporté notre classe ouvrière dans l'hémisphère sud. Nous vivons en régime capitaliste, ça c'est évident, dans une économie de marché très sophistiquée. Et nous vivons aussi en régime communiste, puisque dans la sphère familiale, ou je sais pas, même dans la sphère de ce que nous sommes, de cette petit entretien que nous sommes en train de faire, cet amical non lucratif, nous avons aussi nos zones communistes. Donc nous dansons, il faudrait avoir 3 pieds là, d'un courant triphasé entre ces 3 systèmes, et je crois que ce qui caractérise les auteurs d'art brut, c'est d'avoir justement ce déphasage, cette non-définition sociale qui fait qu'ils sont partagés entre plusieurs systèmes, un système très archaïque, peut-être très enfantin, un système de victimes qui est en pleine actualité, un savoir-faire quand même. Il y a là toutes sortes de données qui correspondent à ce courant triphasé, et c'est la raison pour laquelle, peut-être, ils sont à même aujourd'hui d'être particulièrement représentatifs de notre crise. C'est peut-être ce qui fait d'ailleurs que l'art brut est à la mode. Hein. On a fait à la mode une réputation de futilité, de frivolité qu'elle ne mérite pas du tout. Je crois que c'est très significatif que l'art brut soit maintenant mis en évidence et qui se met à coûter très cher d'ailleurs. C'est encore un signe de ce génie du capitalisme que de rapatrier cela même qui paraissait s'exprimer contre lui. Donc c'est en quoi l'art brut est bien l'art même de notre crise d'aujourd'hui. Tout se passe comme si le sacré, quittant la religion, avait fait retour dans l'art. Et c'est au fond ça le phénomène musée, je crois, c'est oui, de resublimer des objets qui provenaient de cultes et de mythologie anciennes. C'est si vrai que dans les églises italiennes, on voit souvent, à l'intention des touristes, un écriteau qui dit cette église n'est pas un musée, ce qui est un déni. Ça veut dire justement que cette église est devenue un musée et que les touristes y vont avec une dévotion accrue par rapport à la dévotion religieuse, mais il y a une resacralisation. Alors au fond, c'est ça le musée, et c'est ça notre problème en période de crise. Parce que la crise, c'est la désacralisation totale. Peut-être que le signe ultime de la crise, c'est que cet ultime sanctuaire qu'est le musée est en train d'être désacralisé. Et c'est peut-être bien là la caractéristique aussi de l'art contemporain, c'est de défaire la limite du musée. Beaucoup d'œuvres d'art contemporain entreprennent de défaire
de désencadrer l'art et de défaire cet encadrement qu'est le musée lui-même. Je sais pas, je pense par une œuvre de Maurizio Cattelan qui a fait pratiquer dans une salle de musée une petite trappe de laquelle on voit sortir, on ne sait pas si c'est un cambrioleur, un drôle de type qui fait effraction dans le musée. Alors où est l'œuvre là? Est-ce que c'est le musée lui-même qui devient lui-même œuvre d'art, le contenant qui devient contenu, ou est-ce que alors ça veut dire que le musée est partout, qu'il est cambriolé, c'est-à-dire désacralisé? C'est un des effets derniers de cette désacralisation qu'annonçait Marx, et je pense que le fait du musée, la crise du musée est très représentative de la crise en général. Peut-être qu'il y a un ultime déni, un ultime essai de sauvegarde du musée dans ses créations d'architecture tout à fait bling-bling, somptueuses, qui font au fond, qui transfère aussi le contenu artistique de l'œuvre elle-même, qui devient secondaire, dans cette architecture prétentieuse et bling-bling du musée. Mais on voit bien que c'est quelque chose comme le chant du cygne et qu'on assiste au désenchantement généralisé. Bon, c'est aussi un défi de parler de sa crise personnelle, hein, on y passe tous, surtout à mon âge, encore une fois, ces deux époques que j'ai vécues et confrontées, j'ai vécu l'époque dite 68arde, je vis aujourd'hui l'époque du grand réseau planétaire, je ne renie rien de mes anciennes aspirations, hein, je ne suis pas un 68ard repenti, loin de là, mais j'espère quand même me brancher sur l'actualité, et ça fait une espèce de schizophrénie, hein. Rêver d'un retour oui, au sujet d'antan, à l'individualisme tel qu'on le pratiquait, à tous ces affrontements, ben, c'est une utopie, hein. C'est dérisoire. On est bien obligé d'assumer ce nouveau régime de désindividualisation et d'espérer quand même en un avenir. Je n'ai pas perdu cet espoir. J'ai l'impression justement que la crise est telle que les dégâts du capitalisme sont tels que j'ai même un espoir dans ce génie du capitalisme, à savoir, il assimile tellement tout, il dévore, il a cette capacité de phagocyter tellement tout, qu'il est en train, on assiste vraiment au capitalisme complètement tardif, de se dévorer lui-même. Il est comme un estomac qui sécréterait des acides tels qu'il finirait par se digérer lui-même. Et c'est un peu cela qu'on est en train de vivre. Et ma crise à moi, finalement, elle est assez intéressante, elle est certainement angoissante, mais elle devient spectatrice à mon âge. C'est presque un soulagement que de disparaître en même temps que tout un monde est en train de disparaître, de vivre cela en parfaite consonance. C'est au fond une crise joyeuse que je suis en train de vivre.